Bonjour à vous. Vous regardez présentement la deuxième capsule de En route vers l'école. Dans cette capsule, nous vous parlerons de l'importance du jeu pour les enfants d'âge préscolaire. Quand notre enfant se rapproche de l'entrée à la maternelle, il arrive qu'on veuille le préparer, lui apprendre le plus de choses possible. On va travailler des lettres, on va travailler des chiffres pour que ce soit plus facile en classe. Sachez que plus votre enfant jouera à différents types de jeux, plus il va être capable de développer de nouvelles compétences. Des compétences qui sont variées et qui vont vraiment l'aider pour la suite dans son entrée scolaire et dans les années futures. On entend souvent dire que les enfants à la maternelle vont seulement jouer. C'est en grande majorité vrai. Ils vont travailler aussi, mais ils vont beaucoup jouer parce que chaque jeu a un objectif précis. L'enseignante détermine les objectifs à l'avance là, sur ce qu'elle veut que les enfants développent. Et l'enfant, par les différents jeux qui vont être proposés en classe, va développer son langage, sa motricité, ses connaissances, sa pensée, ses méthodes de travail, son organisation, hein, va développer sa vision du monde, apprendre à être lui-même, ses goûts, ses intérêts, va beaucoup interagir avec les autres, hein, être capable de partager nos jeux. C'est un défi aussi là, à cet âge-là. Va résoudre des problèmes et va développer son imagination et sa créativité. Il existe différentes catégories de jeux. La première catégorie qui ne figure pas dans cette présentation, ce sont les jeux d'éveil, qui sont particulièrement utilisés par les enfants en plus jeune âge, en bas âge. Ce sont des jeux qui utilisent beaucoup de batterie parce qu'ils font des sons, chantent des chansons, font de la lumière et permettent de stimuler la curiosité des enfants parce que avec un geste simple, le jeu va répondre soit par une chanson, soit par un son. Ensuite, nous avons les jeux de motricité globale et les jeux de motricité fine. Ces jeux seront les sujets des 2 prochaines capsules vidéo de En route vers l'école. Donc, les jeux de motricité globale sont les jeux qui vont faire travailler le corps dans son ensemble. Ça va permettre aussi de développer l'équilibre, la souplesse, la coordination, les réflexes, l'orientation dans l'espace, où j'envoie le ballon, où je reçois la balle, alors savoir se repérer dans l'espace, la maîtrise, la dextérité et aussi la confiance en soi. Quand les enfants font des jeux de ce type, ils vont prendre des risques. Ce sont des risques calculés. En fait, ils ne mettront pas leur sécurité en danger, mais ils vont prendre des risques sur ce qu'ils se croient capables de faire. Et quand ils réussissent, ça développe vraiment la confiance en soi et l'estime de soi. Les jeux de motricité fine, quant à eux, sont des jeux qui font travailler la main. Alors, la dissociation des doigts, être capable vraiment de tenir un ciseau, de découper sur une ligne, d'enfiler des perles, de faire une peinture, que ce soit avec un pinceau, avec les doigts, de dessiner, d'écrire, d'utiliser différentes sortes de pinces. Ces jeux sont nécessaires pour développer la main, pour développer la prise du crayon qui sera nécessaire en première année lorsque l'enfant apprendra à écrire. La prochaine catégorie est celle des jeux d'assemblage. Dans ces jeux, on peut retrouver par exemple les casse-têtes, les jeux de mémoire qui, oui, vont faire travailler la mémoire, mais également la coordination œil-main. Qu'est-ce que ça veut dire, la coordination œil-main? C'est, dans le fond, c'est que l'enfant est capable de contrôler ce qu'il va faire comme geste, tout en contrôlant également le mouvement de ses yeux. Un tout jeune enfant qui réussit finalement à mettre la cuillère dans sa bouche pour manger et non à côté de sa bouche va avoir développé une certaine coordination œil-main. De la même façon que l'élève de première année qui va être capable d'écrire, va voir les lettres, va aussi contrôler le mouvement de sa main pour qu'il puisse écrire les lettres qu'il a besoin d'écrire, va travailler aussi sa coordination œil-main. Le casse-tête est un très bon exemple. Nous, c'est rendu un automatisme comme adulte. En fait, on ne sait pas à quel point on fait travailler l'enfant quand il fait un casse-tête.
Il doit savoir regarder les couleurs, les motifs, être capable de tourner le morceau dans le bon sens pour pouvoir l'assembler avec un autre morceau. Des fois, on lui dit de tourner le morceau, il va le tourner du côté du carton, on verra plus la couleur. Fait que d'être capable de le tourner à 90 degrés ou à 180 degrés, ça aussi, c'est un autre apprentissage qui fait également référence à la motricité fine, hein, les gestes, les petits gestes de la main. Et après, il doit prendre une grosse décision. En fait, pas si grosse que ça, mais il doit décider si ça fonctionne pour pouvoir poursuivre ou si ça fonctionne pas, pour essayer avec un autre morceau. Alors, votre enfant travaille fort à chaque fois là, qu'il fait un casse-tête. C'est pour ça que ça peut arriver que l'enfant là, ait besoin d'encouragement pour persévérer parce que c'est vraiment une tâche qui peut être très ardue. Ensuite, nous avons les jeux de construction. Ce sont des jeux qui vont faire travailler la créativité des enfants. Là où je mets un petit bémol, c'est que souvent, les jeux de construction vont venir avec un plan. Alors, oui, c'est intéressant de suivre le plan, de s'organiser dans des étapes. Ça fait travailler autre chose chez l'enfant. Mais il faut parfois retirer ces fameux modèles-là pour que les enfants puissent justement développer cette créativité. C'est un jeu qui permet de développer l'organisation spatiale, hein, savoir comment je place les choses pour que ça donne le résultat que je veux obtenir. Et ça va travailler la précision, être capable de placer les morceaux au bon endroit. Ça travaille la concentration et la patience. Il nous reste maintenant deux catégories de jeux. Les jeux de société ou jeux avec règles, c'est des jeux qu'on connaît quand même bien, qu'on possède à la maison. C'est des jeux qui vont permettre, oui, de respecter des règles, de pas tricher, hein, de respecter les règles qui sont mentionnées par le jeu, mais aussi de vivre des émotions. Les émotions peuvent être positives, mais elles peuvent être aussi négatives. La frustration, la déception, c'est pas toujours facile pour un enfant d'apprendre à perdre ou même d'apprendre à gagner dans le respect des autres et de soi-même. Comme parents, on a parfois tendance à délaisser ces jeux-là parce qu'on a peur on a peur de comment ça va finir. Les fins de partie peuvent être parfois chaotiques, mais l'enfant a besoin de passer par là pour apprendre qu'on peut avoir du plaisir, même si au bout du compte, on perd la partie. Ne vous inquiétez pas, ça finit par se régler. Ça peut prendre plusieurs essais par contre, mais il faut persévérer comme parent. Les enfants adorent jouer avec nous. Un petit truc qui peut vraiment aider, c'est d'avoir une discussion avec son enfant avant de commencer le jeu. Par exemple, de lui dire vos attentes. Là, on va jouer ensemble. Ça me fait vraiment plaisir de jouer avec toi. J'ai vraiment hâte. Mais par contre, ça se peut que maman gagne. Ça se peut que papa gagne. Ça se peut que toi, tu perdes. Comment tu vas réagir si jamais ça se produit? Puis après ça, ben de lui dire c'est quoi la meilleure façon justement de réagir, lui donner des trucs. Lui donner des trucs aussi pour se calmer si jamais il sent que la frustration monte un petit peu trop haut. Donc, prévenir, ça peut aider à avoir une fin de partie qui est plus agréable. Les jeux de société vont permettre de développer le partage, la collaboration, la coopération, le respect des règles, comme je l'ai dit tout à l'heure. Si vos enfants trichent, c'est pas grave. Ils font pas ça pour vous faire de la peine ou pour vous faire fâcher. C'est juste une façon d'aller voir qu'est-ce que je peux faire pour gagner ou même de tester les limites du jeu, comme il va tester les limites de l'adulte une fois de temps en temps. Donc, juste d'avoir la discussion avec l'enfant sans chicaner l'enfant, mais en lui expliquant comment ça fonctionne, puis que c'est important de respecter les règles du jeu pour que ce soit juste et équitable pour tout le monde. Il y a plusieurs jeux aussi qui vont permettre de développer les capacités de réflexion, de raisonnement, de logique et également d'enrichir le vocabulaire. Et finalement, nous avons les jeux de rôle, qu'on peut appeler aussi le jeu symbolique. Avant d'en parler, je souhaite vous dire que sur notre page En route vers l'école sur le site de la Commission scolaire des navigateurs, vous avez un document qui s'appelle le jeu symbolique, qui est vraiment très bien fait et qui explique
comment on peut bonifier les jeux symboliques à la maison. Alors, comment notre restaurant peut devenir une source encore plus grande d'apprentissage avec un volet plus écriture, un volet plus mathématique. C'est donc un document qui est très intéressant que je vous invite à regarder par la suite. Alors, le jeu de rôle, ben, c'est de faire semblant. Hein? C'est de faire semblant, mais pas juste d'être papa-maman, c'est de faire semblant d'être un chef cuisinier, c'est de faire semblant d'être un policier, c'est de faire semblant d'être la coiffeuse. Donc, l'enfant va montrer sa compréhension du monde, sa compréhension d'un enfant de 5 ans du monde, qui est très différente de celle de l'adulte. Et ça lui permet d'assimiler la réalité, puis d'exprimer ses émotions reliées à sa vie. Alors, il va reproduire des comportements. Parfois, ça donne des moments assez loufoques. Quand on prend le temps d'écouter nos enfants jouer à la famille, par exemple, on peut se reconnaître comme parents puisque les enfants vont reprendre dans leur jeu les interventions qu'on fait nous-mêmes avec eux. C'est souvent de façon exagérée, je vous dirais, mais c'est leur façon à eux d'imiter ce qu'ils perçoivent de la réalité. S'ils jouent au restaurant ou au magasin, ils vont vous voyez les clients et parfois même se donner un petit accent qu'ils n'ont pas habituellement. Bonjour madame, est-ce que je peux vous aider? Ou bonjour monsieur, que voulez-vous manger? Ou un curieux mélange de vouvoiement et de tutoiement, comme lorsqu'ils disent voulez-vous-tu avoir un jus de pomme? C'est souvent très drôle à écouter. Il y a aussi tout ce qui est théâtre de marionnettes ou spectacle de tout genre qui permettent une meilleure expression verbale. L'enfant fera beaucoup plus attention à la façon dont il parle quand il est devant un public. Donc, quand vos enfants veulent faire un spectacle, c'est pas toujours bien préparé. Parfois, il y a des moments qui sont des longs moments d'attente. Des fois, ils vont se répéter. Mais c'est important comme parents de participer comme public parce que pour eux, c'est vraiment une façon de développer leur langage, de développer aussi leur estime de soi et d'être moins gênés lorsqu'ils sont devant un public. Pour terminer cette capsule sur le jeu, voici les conditions gagnantes pour le faciliter. Un enfant, ça a besoin de temps et d'espace pour jouer. On le sait comme parents, on voit à quelle vitesse nos salles de jeu deviennent assez encombrées. Au départ, l'enfant a toujours quelque chose en tête lorsqu'il va commencer son jeu. Il peut d'abord faire une construction pour y faire jouer ses personnages plus tard. Si l'enfant n'a pas un espace où il peut revenir pour y jouer plus tard, il pourrait vivre un sentiment de frustration ou même de déception. Il est toutefois recommandé d'expliquer aux enfants quels seront les espaces permis, une salle de jeu, un coin de la chambre par exemple, afin que votre maison ne devienne pas l'espace de jeu au complet là, de votre enfant. En ayant du temps et de l'espace pour compléter son jeu, l'enfant développera sa créativité et sera habile pour avoir rapidement de nouvelles idées. Les enfants viennent souvent nous voir pour nous dire « J'ai rien à faire, joue avec moi, trouve-moi une idée » et peu importe ce que vous leur proposez, ça ne leur plaît pas. Bien que c'est important de prendre le temps de jouer avec nos enfants, il faut que l'enfant apprenne à se trouver des idées de jeu, qu'il s'ennuie un petit peu pour mieux rebondir avec une nouvelle idée. Ça peut leur prendre du temps, mais je remarque la même chose chez mes élèves et chez mes enfants. Au départ, ils cherchent des idées, ils vont sortir plein de choses, ils vont jouer 5 minutes à un jeu, changer de jeu plusieurs fois. Ils vont se chicaner au passage et finalement, on se rend compte que ça fait plusieurs minutes qu'on ne les entend plus. Ils ont trouvé une idée et ils s'amusent. Alors, il faut vraiment leur laisser du temps. Comme on l'a dit plus tôt, il faut que l'enfant ait accès à du matériel varié, donc différents types de jeux. Et finalement, quand les enfants ont des partenaires de jeu, ils peuvent avoir chacun leur tour de nouvelles idées, surtout lorsque ce sont des enfants du même âge, puisque les intérêts sont souvent similaires. Les idées de tous et chacun viennent bonifier leur jeu et ça leur permet de travailler les habiletés sociales, comme le partage et la résolution de conflits, par exemple. Les adultes sont également de bons partenaires de jeu, surtout lorsqu'ils ont du plaisir à jouer et qu'ils croient en l'importance du jeu. Ils sont de bons modèles pour les enfants.
Alors, j'espère que cette capsule sur le jeu vous a plu. Si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez nous écrire à En route vers l'école à commercial csnavigateur.qc.ca. On se retrouve bientôt pour une nouvelle capsule. Au revoir! Vous pouvez maintenant consulter le document sur le jeu symbolique sur notre page web d'En route vers l'école.